L'investissement dans la bourse contre un salaire de 50 000 € l'année en France. J'ai investi dans la bourse totalement, même si j'ai 100 euros. Entre la bourse et l'investissement dans l'immobilier. Quand tu vas sur les réseaux, combien de personnes vont s'attarder sur un sujet qui parle d'investissement, sur un sujet qui parle de l'éveil des consciences, sur un sujet qui parle des auteurs africains par exemple? Pas beaucoup de personnes. Mais quand on va dire non, la cousine de tel était sortie avec le frère de tel artiste, c'est ça qui nous intéresse mieux. C'est ça qui va intéresser les gens. C'est pour ça que je dis on dort. C'est quoi le risque justement quand tu investis dans la bourse? Parce que à entendre les personnes qui font la propagande de ce concept-là, on a l'impression qu'on ne part seulement pour gagner et qu'on ne perd jamais. Si je viens te dire aujourd'hui que donne-moi 2 millions, dans 6 mois tu auras 10 millions. Non, si toi-même tu me crois, c'est que tu es un sorcier. Non, vrai de vrai. Est-ce que tu fais pour être sûr que tu travailles avec le bon courtier? Par rapport à la bourse du Nigeria, ouais, la GMX, ou alors par rapport à la bourse de Nairobi par exemple, qui sont plus dynamiques. Mais celle de la zone CEMAC, il y a 5 minutes avec son excellence Paul Biya. 2 choses à lui dire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? De fermer toutes les églises, premièrement, et deuxièmement qu'il a se reposer. Pour toi, c'est quoi la richesse? Alors la richesse pour moi, c'est déjà l'ensemble des compétences que tu peux avoir pour partir de zéro et arriver là où tu veux. C'est ça la richesse pour toi? Ouais. Maintenant, si on parle de richesse financière. La richesse financière, c'est avoir déjà tout ce que tu veux, tout ce que tu peux avoir quand tu veux et comme tu veux. Je ne te parle pas d'un montant, je ne te parle pas d'un chiffre. Oui. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux partir quelque part, tu as la latitude de prendre un billet, faire tout ce que tu veux, prendre un hôtel, comme tu veux, quand tu veux. C'est ça, avoir la richesse financière. Donc, à partir de quel moment, du coup, tu peux te considérer comme étant riche? Dès que tu peux faire tout ça, pour toi, tu es riche financièrement? Oui. Ah bon? Oui. Ok. Si je parle un peu de la bourse, entre la bourse et l'investissement dans l'immobilier. Aujourd'hui, pour avoir fait les deux, je trouve que la bourse est plus rentable que l'immobilier. Ah bon? Ouais. Investir dans la bourse ou dans l'agriculture? Alors là, je dirais les deux sont un peu au même pied d'égalité. Mais toi, tu choisis quoi? Sauf que c'est du 50-50. Je prends les deux. Tu prends les deux? Oui, je prends les deux. Pourquoi? Parce que l'agriculture, c'est une valeur sûre. La bourse aussi, c'est une valeur sûre, mais seulement vu que ça dépend de plusieurs facteurs. C'est-à-dire que la politique peut faire, l'économie peut tomber, et ainsi de suite. Par contre, ma terre sera toujours là. La bourse, investissement dans la bourse contre un salaire de 50 000 € l'année en France. J'ai investi dans la bourse totalement, même si j'ai 100 euros. Autre question, est-ce que pour toi, l'argent fait le bonheur? Alors, s'il est bien géré, oui, il fait le bonheur. Mais pas totalement. J'ai besoin d'une réponse en oui ou en non. C'est-à-dire une réponse fermée. Question fermée, réponse fermée. L'argent fait le bonheur, mon frère. Ça fait. L'argent, là, ça fait. Ça fait. Ça fait. Et beaucoup disent que non. Parce qu'ils voient pas mal de personnes qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas de bonheur. Après, tout dépend de ce que les gens entendent par heureux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me contente du minimum, je peux avoir 1000 euros, je suis heureux. Dès que j'ai 1000 euros, je suis heureux. Ouais. Parce que je peux m'acheter des snacks et ainsi de suite. Ouais. Moi, aujourd'hui, si j'ai 50 millions d'euros actuellement, je trouve ça peu. Parce que ce que je veux mettre en place, c'est pas suffisant. Mais aujourd'hui, le fait d'être avec ma famille à l'aise, je peux aller où je veux, me mouvoir tranquillement, c'est suffisant pour me faire mon bonheur. Mes parents sont en santé. S'ils sont malades, je peux les soigner. Si mes enfants sont malades, je peux les soigner. Si ma femme est malade, je peux la soigner. Je suis heureux. Ok, mais ça part de l'argent quand même. Bien sûr, ça part de l'argent. On vit dans une société capitaliste. D'abord. Pourquoi est-ce que tu veux pas que je parle d'argent? Non, c'est clair. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, comme vous l'aurez constaté, on va parler d'argent, on va parler de bourse et d'investissement en Afrique. Et c'est un sujet qui, pour moi, semble toujours assez complexe et assez inaccessible lorsque on aborde la question de la finance. C'est la raison pour laquelle nous allons voir concrètement ce qu'est la bourse. Nous allons décrypter le sujet. Et pour cela, nous avons un invité de qualité aujourd'hui. C'est un coach formateur et consultant dans tout ce qui est investissement et bourse africaine. Ensemble, on va mettre les pieds dans le sujet concrètement et éviter tous les petits pièges qu'il peut y avoir autour de cela. Si c'est un sujet qui t'intéresse, mon frère, mets-toi bien, ou encore ma soeur, mets-toi bien dans de bonnes conditions et prends place pour recevoir l'onction de l'argent. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos parce que c'est le travail que nous faisons au quotidien. Maintenant que tout ceci est dit, on peut accueillir le roi de la bourse africaine. Je vais t'appeler comme ça. Il n'y a pas de problème. Salut Charles, comment tu vas? Je vais bien, Aston, et toi? Tu vas bien? Tout se passe bien? Tout se passe merveilleusement bien. Les millions, ça se gère bien? Oui,
Ça rentre encore. Ça rentre je suis encore. Content, oui. Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, bonjour à tous. Merci déjà pour l'opportunité que tu me donnes de passer sur ta chaîne. C'est un plaisir. Donc, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous maintenant là parce qu'il y aura beaucoup de contenus qui vont suivre. Voilà. Moi, je suis Charles Junior Moutapam. Je suis entrepreneur et investisseur. Je suis quelqu'un qui a fait des études dans le management de la supply chain et dans le management des projets. Et aujourd'hui, j'accompagne pas mal de personnes dans les finances personnelles, dans la gestion des investissements. Et je suis promoteur du groupe Spire, qui est une entreprise axée sur l'Afrique, africaine, et qui aide la jeunesse africaine à se réveiller, à prendre conscience de ce qu'elle vaut, et à développer le continent. Spire aide la jeunesse à se réveiller. C'est-à-dire que la jeunesse est endormie. Beaucoup. Énormément même. On dort trop. Pourtant, nous sommes actifs sur les réseaux. Nous sommes très actifs quand même. Pour faire quoi? Pour s'amuser. Oui, parce que c'est ce qu'on fait. Je te prends un simple exemple. Récemment, il y a eu l'événement Les Flammes, ici à Paris. Pendant que toute la communauté noire était aux Flammes, Emmanuel Macron était sur le plateau télé à TF1 en train de prendre des résolutions sur les impôts, les finances et tout ce qui va avec. Combien de personnes ont vu? Je pense qu'on est sur les réseaux, en train de regarder la belle robe, la belle scie, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est pas aussi important? Est-ce que tu ne tiens pas là directement sur l'événement Les Flammes? Non, pas du tout. Je prends juste un exemple. C'est un exemple qui est venu parce que c'est un événement qui est tout récent. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux, combien de personnes vont s'attarder sur un sujet qui parle d'investissement, sur un sujet qui parle de l'éveil des consciences, sur un sujet qui parle des auteurs africains, par exemple? Pas beaucoup de personnes. Mais quand on va dire non, la cousine de tel était sortie avec le frère de tel artiste, c'est ça qui nous intéresse mieux. C'est ça qui va intéresser les gens. C'est pour ça que je dis on dort. Ah ouais. Bon, en tout cas, c'est peut-être pas ça l'objectif de notre rencontre. Aujourd'hui, on va parler de la bourse. Oui. C'est quoi la bourse concrètement? Alors, je vais la faire très simple. Oui. Pour ceux qui, ne... Pour une personne lambda. Oui. La bourse, c'est un lieu où les entreprises et les États viennent collecter l'épargne publique. Pour faire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, si l'État camerounais ou l'État ivoirien, d'ailleurs, je prends le programme de l'État ivoirien, le programme d'électrification pour tous, lancé en 2014. Ils voulaient mettre les poteaux électriques dans toute la Côte d'Ivoire. Ils n'avaient pas suffisamment d'argent. Ils sont venus sur la bourse, collecter l'épargne publique pour aller lancer et exécuter les projets. C'est pour ça que la bourse est là. Donc, tu viens en bourse, tu récupères l'argent des gens, tu pars exécuter un projet, et en fonction des revenus du projet, tu donnes de l'argent aux gens. D'accord. Donc ça veut dire, c'est un marché, un lieu où on fait des placements. Et à partir de ce qu'on aurait pu faire comme placement, on investit pour gagner de l'argent. Totalement. Mais comment une personne lambda qui n'a jamais entendu parler de la bourse doit la percevoir? Alors aujourd'hui, tu perçois la bourse comme une tontine, par exemple. Parce que quand je parle de tontine, ça parle plus aux femmes qui font des commerces et ainsi de suite. Comme une tontine. Pourquoi? Parce que c'est un argent que tu mets tous les mois. Et à la fin d'année, à part ce que la tontine fait qui collecte l'argent des gens et te donne, ce que tu mets, c'est valorisé. C'est-à-dire que l'argent que tu déposes est rémunéré. Ça prend une certaine valeur. Ça prend une certaine valeur, exactement. Et c'est sur le court, moyen ou long terme, ça se passe comment? Alors, généralement, tout dépend des objectifs de tout un chacun. Mais généralement, pour gagner en bourse, il faut aller sur le long terme. C'est-à-dire à partir de 3 ans minimum. Pour commencer à avoir les revenus, voilà. D'accord. Et ça se passe comment l'investissement dans la bourse? Alors, l'investissement dans la bourse, déjà, il faut se former. Il faut comprendre pourquoi on investit en bourse. Pourquoi on veut investir en bourse. Parce qu'aujourd'hui, toi qui investis en bourse, tu fais développer l'économie locale. Tu permets aux entreprises de créer des emplois. Tu permets à la population locale de pouvoir évoluer. Donc, c'est tout ça que tu dois savoir. Maintenant, toi, quand tu te positionnes pour venir en bourse, il faut savoir que c'est pour gagner de l'argent. Mais de façon passive. Est-ce qu'il y a un montant, du coup, minimal pour le faire? Alors, pour mieux investir en bourse, il te faut avoir minimum 25 000 francs. Ça fait, on va dire, 30, 32 euros par an. Minimum. Quand on entend parler de bourse, on a l'impression que ça demande beaucoup de millions, ça demande, beaucoup de capitaux. Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas éduqué financièrement, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as l'éducation financière, tu sais que la bourse, c'est pas pour les bourgeois.
Justement, c'est peut-être le meilleur terme que j'aurais dû employer. La bourse, on a l'impression que c'est une affaire de riches et que c'est que cette catégorie-là de la société qui peut y aller. Non, pas du tout. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui vendent les tomates et les gombo. À investir dans la bourse. Oui. Elles le font sereinement, tranquille. Bien sûr, parce qu'elles se sont formées. Elles ont compris le principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as ton travail, tu vends les gombos, les condiments et tout ce qui va avec. Tu as une capacité d'épargne qui est de 25 000 francs par mois. Tu as les enfants et tu voudrais que ton enfant aille faire de grandes études plus tard. Ton enfant, aujourd'hui, il a 6 ans. Si tu investis dans la bourse sur 15 ans, par exemple, toi qui mets 25 000 francs sur le plan action, dans 15 ans, tu peux te retrouver à 20 millions. En mettant 25 000 francs. Ça, c'est vraiment avec une vision. Ça, c'est du factuel. Bien sûr. Parce que tu as un objectif, tu veux que ton enfant ait de belles études. C'est ça. Wow. Et du coup, comment on fait pour être sûr que les 25 000 que je mets aujourd'hui là, dans 15 ans, ça va donner 20 millions par exemple? Alors, déjà, quand tu vas en bourse, il y a plusieurs produits qui sont dans la bourse. En fonction du produit sur lequel tu te positionnes, il y a des rentabilités qui sont déjà établies. C'est-à-dire que tu as des bases, par exemple, tu as du 7%, du 8%, du 10%, ainsi de suite. C'est en fonction de tout ça qu'on est capable de te dire que, bon, aujourd'hui, si tu mets 25 000 sur une période de 15 ans, tu auras mis, on va dire, 12 millions, 15 millions, mais à la fin, tu sortiras à 20 millions. C'est-à-dire ce que tu as mis comme dépôt net, et maintenant, la plus-value que ton argent aura fait, ce sera de 5 millions. Et puis, tu pars avec 20 millions à la sortie. Est-ce qu'on peut aller terre à terre? Quand on dit mettre, on met chez qui? On met où? Parce que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Alors, déjà, avant même de savoir où tu mets quoi, il faut savoir que quand tu travailles, l'argent que tu travailles là, ça répond à certains codes. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pas les codes de l'argent. Lesquels? Si tu peux partager quelques-uns avec nous. Aujourd'hui, quand tu te lèves, quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'argent, il va te dire il faut travailler. Il faut travailler. Mais c'est vrai, mais c'est pas une réponse complète. Parce qu'aujourd'hui, là où tu es là, si je te dis tu as 200 euros aujourd'hui, ou bien tu as 2000 euros aujourd'hui, positionne ça là, dans 3 ans, tu auras 5 000 ou bien 10 000 euros. Ça t'intéresse? Tu ne fais pas d'effort. Physique. Donc aujourd'hui, il faut qu'on dise aux gens, tu vas travailler, certes, mais il faut que tu fasses travailler ton argent. Des investissements. Ça entre dans l'éducation financière. Maintenant, il faut que tu saches répartir ton argent. C'est-à-dire que quand tu reçois ton argent, il y a 3 types d'épargne que tu dois avoir. C'est automatique. Explique-nous le millionnaire. C'est ça les codes de l'argent. Tu as l'épargne de sécurité. L'épargne de sécurité, c'est l'argent que tu mets à côté pour tous les imprévus ou alors tous les petits quoi que tu peux avoir dans la vie. Généralement, on conseille 3-6 mois de salaire. Ça dépend en fonction de tes charges. Après l'épargne de sécurité, tu as l'épargne de projet. Et après, l'épargne des projets, tu as l'épargne d'investissement. D'accord. Ce sont les 3 types d'épargne que tu dois avoir, normalement. Maintenant, tes épargnes de projet, par exemple, tu veux te marier l'année prochaine. C'est un projet. C'est l'épargne de projet qui gère ça, ce n'est pas l'épargne d'investissement. Ton épargne d'investissement, si tu vas acheter un terrain dans 5 ans, c'est l'investissement. Je fais la nuance entre projet et investissement parce que un projet n'est pas forcément quelque chose qui va te rendre rentable. Un investissement, c'est quelque chose qui doit être rentable. Être rentable. Le projet, ça peut être juste un besoin que tu souhaites satisfaire. Exactement. Donc maintenant, c'est l'argent que tu as dans ton épargne d'investissement que tu investis dans la bourse. Et si on peut parler concrètement, c'est quoi les entreprises qui sont dans la bourse, en fait? Alors aujourd'hui... Comment est-ce qu'elles se positionnent? Alors aujourd'hui, à la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui se trouve à Nuémoa en Côte d'Ivoire, il y a pratiquement... C'est à Abidjan, si je dis pas de bien bêtises, sûr, c'est à Abidjan. Il y a pratiquement 47 entreprises qui sont cotées à la BRVM, qui sont des entreprises solides, qui ont les monopoles. Par exemple, la CIE, la compagnie d'électricité, la Sodeci, la compagnie qui distribue de l'eau. On va prendre Nestlé, on va prendre Orange, Société Générale. Total, peut-être. Total, voilà. Donc, il y a toutes ces entreprises-là qui sont cotées à la BRVM. Donc, ça veut dire, si des entreprises qui viennent se positionner dans ces BRVM pour avoir justement, pour collecter des capitaux et aller investir. Bien sûr. Et c'est cet argent-là que, voilà, lorsqu'il a rehaussé de la valeur, ceux qui ont investi à l'intérieur en bénéficient en retour. Alors, c'est très simple. Comment on va le prendre pour des personnes lambda? Si tu viens aujourd'hui acheter les actions Total, Total va faire du bénéfice.
Alors, après le conseil d'administration, on va décider de partager le bénéfice à tous les actionnaires. Parce que quand tu achètes une action, tu deviens actionnaire de l'entreprise. Tu as une part des entreprises. Même si c'est que tu as 2 actions, tu es actionnaire de l'entreprise. D'accord. Donc, tous ceux qui ont des parts dans les entreprises sont des actionnaires. Donc, maintenant, le conseil d'administration va siéger. Ils vont faire une assemblée générale. Et ils vont décider que, bon, sur les 20 millions qu'on a fait là, on va partager, par exemple, 15 millions. On garde toujours 5 millions en réserve, voilà. Donc, les 15 millions qu'on va partager, si toi, tu as combien? Si tu as 10 actions, et que l'action, par exemple, est valorisée, on va dire, l'action, on va dire, c'est 4 500 francs. Et que, par action, tu es censé avoir 500 francs. Si tu as 10 actions, on va te donner 500 francs x 10. Ça fait 5 000 que tu vas avoir, bien sûr. Mais si tu as 1000 actions, tu auras 500 000, tout simplement. Quand ils font toutes ces réunions-là pour prendre ces décisions-là, est-ce que ces actionnaires-là qui ont investi dans la bourse-là sont présents? Bien sûr, tu reçois une convocation pour participer à l'Assemblée générale. Tu es actionnaire. Ah, c'est quelque chose de réel alors? Bien sûr, bien sûr. Donc, tu reçois n'importe qui peut se lever un matin et dire, OK, avec mes 50 000 francs, je décide d'être actionnaire chez Total, chez Orange, que tu sois étudiant, peu importe. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour le faire? Alors, généralement, il faut être majeur. Généralement. Maintenant, les parents peuvent avoir les comptes titres pour les enfants, bien sûr, par procuration, tu sais, voilà. Moi, j'ai un compte titre pour mes enfants, qui sont encore mineurs. Mais j'ai un compte titre pour eux. Ok, mais c'est quoi ton regard justement sur la bourse? Parce que quand on dit la bourse, c'est global, c'est général. Ça touche l'Europe, l'Amérique, l'Afrique. Maintenant, la bourse africaine, la bourse en Afrique. C'est quoi ton regard là-dessus? Et quand je parle de bourse africaine, j'ai envie de mettre beaucoup plus l'accent sur la zone CEMAC. Je pense que son l'équivalent de BRVM en Afrique, c'est BVMAC, exactement. C'est quoi ton regard là-dessus? Alors aujourd'hui, la bourse en zone CEMAC n'est pas dynamique. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Parce que après, tu as quoi? Tu as 2-3 SGI qui tournent pour ouvrir un compte de titre là-bas. C'est le parcours du combattant. Ça représente rien. Pas du tout. Par rapport à la bourse du Nigeria, la GNX, par rapport à la GSE, la bourse de Johannesburg, ou alors par rapport à la bourse de Nairobi, par exemple, qui sont plus dynamiques. Mais celle de la zone CEMAC, il n'y a rien. Ah donc, ça veut dire qu'il y a des pays qui ont leur bourse à eux? Bien sûr. Il y a plusieurs bourses en Afrique. Donc, le Nigeria a sa bourse? Bien sûr. NGX. Et selon toi, en fait, toi qui es un expert du domaine, tu trouves que la BVMA qui regroupe tous les États de l'Afrique centrale n'est pas assez dynamique que celle du Nigeria, en fait? Alors, moi, aujourd'hui, je suis en train d'étudier le marché nigérien. Mais de ce que je vois, je trouve la BRVM assez dynamique par rapport au marché nigérien. Encore concrètement, tu trouves que c'est assez dynamique? Par rapport aux rentabilités, déjà. Par rapport aux entreprises qui sont cotées. Donc, aujourd'hui... Dangote, je suppose. Bon, Dangote est coté au Nigeria, oui. Mais bon, après, quand tu regardes le spécimen de la BRVM, la sécurité que procure la BRVM, c'est assez difficile de quitter de là pour aller dans la bourse au Nigeria. Après, je comprends mes amis nigériens, ils sont mes frères. Mais peut-être qu'ils ont un esprit... il y a beaucoup de Nigérians qui viennent investir à la BRVM. Beaucoup. Dans mon projet d'accompagnement, j'en ai eu 5. Nigérians qui ont préféré la BRVM par rapport à la NGX. Totalement. D'accord. Parlant d'investissement dans la bourse, j'entends beaucoup parler de SGI. Oui. C'est quoi concrètement et c'est quoi son rôle? Alors, il faut savoir que pour investir en bourse, il faut passer par des courtiers. Toi, en tant que personne individuelle, tu ne peux pas aller sur le marché de la BRVM pour acheter des actions ou des obligations. Il faut passer par un courtier. Le courtier fait le pont entre la BRVM et toi. D'accord. Parce que eux, ils sont habilités à acheter les actions, échanger avec eux, à faire les échanges financiers avec la BRVM. Tout simplement. C'est ça une SGI, c'est un courtier que tu utilises pour acheter les actions ou les obligations. Un intermédiaire entre toi justement et toutes ces sociétés-là. Totalement. Ok, mais comment on fait pour être sûr que tu travailles avec le bon courtier? Alors, il y a certains facteurs qu'il faut prendre. Ça, c'est dans l'accompagnement que je propose. Je montre comment on choisit. Que tu peux pas nous donner quelques tips maintenant? Bah oui, il y a le capital de départ, par exemple. Tu as les SGI qui te demandent 500 000 le capital de départ, d'autres qui vont te demander 200 000, d'autres qui vont te dire, ok, d'accord, il n'y a rien. Tu commences avec quoi, 25 000 de capital de départ. Donc, il y a ça déjà qu'il faut voir en fonction de ton budget.
combien tu es prêt à mettre comme capital de départ. Et une fois que tu as fait ça, il y a par exemple la réactivité des SGI. Tu as d'autres qui te répondent au bout de 2 semaines, d'autres au bout de 3 semaines, d'autres au bout de 3 jours, d'autres au bout d'1 jour. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc il y a plusieurs facteurs qui te permettent de savoir que voilà, aujourd'hui, cette SGI, voilà, elle est capable de mieux m'accompagner que notre... et ainsi de suite. Et c'est quoi le risque justement quand tu investis dans la bourse? Parce que à entendre les personnes qui font la propagande j'ai envie de dire, de ce concept-là, on a l'impression qu'on ne passe seulement pour gagner et qu'on ne perd jamais. C'est quoi le risque en fait? Bon, alors, généralement, quand on parle de risque, avant que je n'entre dans le sujet, j'aime toujours dire à ceux que j'accompagne, quand tu te réveilles le matin et que tu sors, tu n'es pas sûr de rentrer chez toi. Donc tu prends un risque. Oui, c'est un facteur. Donc pourquoi est-ce que quand on parle de la bourse, on a toujours tendance à dire... Non, il faut... Tout ce qui touche l'argent, franchement, quand tu parles avec un être humain, il faut être clair. Tout ça, c'est parce qu'on manque d'éducation financière. Mais non, en termes de risque, il faut savoir qu'il y a certains produits qu'on vend à la BRVM, qu'on peut acheter. On a les actions, on a les obligations d'État et on a les fonds communs de placement. Les actions, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les parts des entreprises que vous achetez. Les obligations, ce sont les titres de dette. C'est-à-dire que l'État, qui n'a pas suffisamment d'argent, vient avec des titres de dette, emprunter votre argent. Pour prêter votre argent dans des projets. Pour aller exécuter les projets. Et le fonds commun de placement, alors c'est comme un panier dans lequel toi et moi, vu qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour acheter une action, on se met ensemble pour acheter une action. On passe par un fonds commun de placement. Donc ça veut dire il y a une possibilité que 2-3 personnes ou un groupe de personnes se mettent ensemble. Oui, bien sûr. Pour faire ça. Maintenant, dans le fonds commun de placement, on peut être 10, mais on ne se connaît pas. C'est le fonds qui gère toutes les personnes qui viennent pour investir à l'intérieur. Ça ne fait pas trop d'informations pour, non, pour pas une personne qui n'est pas dotée de grosses compétences ou encore de bonnes facultés financières. Non, pas du tout. C'est-à-dire que tu sais que tu as 3 produits en bourse. Les actions, les obligations et les fonds communs de placement. Tout simplement. Donc, en fonction de comment est-ce que tu veux te positionner, en fonction de tes objectifs et de ton appétence au risque, tu peux. Maintenant, parlons de risque. Bien sûr, tu sais que tu peux gagner comme tu peux perdre. C'est un marché. C'est-à-dire que tu achètes aujourd'hui, demain, il peut avoir un boom, le coût de l'action chute, ainsi de suite. Mais par contre, la différence entre la BRVM et les autres bourses, le CAC 40, le S&P, aux États-Unis, tout ce que tu veux, c'est que le marché de la BRVM est borné. Et le cours de bourse ne peut pas faire plus de 7% ou moins de 7% par jour. Donc, tu peux pas mettre 2000 aujourd'hui. Demain, tu te retrouves à 1500. C'est pas possible. Comme on voit souvent en Hollywood, là, parce que c'est eux qui font la publicité. Donc, à Hollywood, tu vas dire, ok, d'accord, tu as misé aujourd'hui. Tu as mis de l'argent en bourse aujourd'hui. Demain, tu te retrouves à moins 500. C'est-à-dire que tout ce que tu as mis, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu as tout perdu. Bien sûr. Moins 500, ça veut dire que tu es endetté. Bien sûr. À la BRVM, c'est pas possible. Donc moi, je me lève, je viens investir dans la bourse et après, je suis endetté comment? Bien sûr, par exemple, si tu investis dans une start-up et que on avait prévu les perspectives de la start-up disaient que bon, voilà, au bout de 2 ans, voilà, on va monter en flèche. Et que bon, un des promoteurs de la start-up se barre. La start-up perd tout. Toi aussi, tu perds tout. Tout ce que tu as mis dans la start-up est parti. C'est comme ça que tu te retrouves endetté. Par contre, à la BRVM, il n'y a pas de start-up. Toutes les entreprises qui sont cotées sont là depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire que si je te dis aujourd'hui que la CIE, la compagnie d'électricité en Côte d'Ivoire va fermer, c'est même pas possible. C'est des entreprises qui sont déjà assez rentables. Elles sont rentables, elles ont le monopole du marché. Parce que c'est très important de dire aux gens que toi qui viens investir, par exemple, à la CIE ou bien à la SODECI, ce sont des entreprises qui ont le monopole de tout le marché de Ouest africain ou ivoirien, si tu veux. Donc demain, tu ne peux pas me dire que la CIE va fermer. C'est pas possible. C'est pas comme si au Cameroun, je t'ai dit que Eneo va fermer demain. C'est possible. Hein? Non, c'est possible. pas du tout, pas du tout. On peut les chasser, hein, parce que franchement... Mais pourquoi on les chasse là? Ça va être dur. Ça va être très dur. Donc si je comprends bien, plus l'entreprise est assez assise sur son marché, moins tu as des chances de perdre. Exactement. Mais comment éviter justement éviter les pièges qui est à l'intérieur, éviter de se faire casser la gueule et être sûr de ses placements? Parce que c'est pas quand même du pari-foot. Oui, je suis d'accord avec toi que c'est pas du pari-foot. Maintenant, il faut lire les rapports, les bilans financiers des entreprises.
les rapports de la BRVM sur ces entreprises-là, il faut lire. Maintenant, vu que je sais que toi, tu n'auras pas le temps de lire, moi, je vais lire pour toi. C'est pour ça qu'on est là. Puisque je sais que tu n'auras pas le temps là. Donc, demain, quand je vais te dire, si tu as acheté Total, bon, aujourd'hui, Total, avec les investissements ou avec ce que j'ai lu, il risque d'avoir une petite régression. Moi, je te conseille de sortir pour ne pas que tu sois en moins-value. Ouais. Pour peut-être te mettre dans SMB ou bien dans la cible, par exemple. Ouais. Dans une autre entreprise ou une autre action. Et c'est ainsi que tu vas sortir. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pris la peine de lire pour te dire plus tard, ok, d'accord, voilà, il y a ci, il y a ça, et tu te positionnes tout simplement. Donc, ça se base sur des analyses d'informations sur le marché. Sur le marché, les rapports financiers des entreprises. Oui. Parce que quand une entreprise fait son bilan, tu vois ce qu'on appelle le résultat d'exploitation. C'est-à-dire que le cœur du métier même de l'entreprise. On prend une entreprise comme SAPH, par exemple, qui fait dans l'huile de palme. On sait tous que l'huile de palme, c'est le cœur même du métier de l'entreprise. Donc, le résultat d'exploitation, quand tu vas voir, par exemple, 10 milliards, tu sais que bon, voilà, ça a tourné. Maintenant, à côté, juste en bas, tu vas voir le résultat des activités hors des activités, bon, pour ne pas utiliser des termes trop compliqués, les activités qui sont annexes, aux activités principales. Tu vas voir par exemple 3 millions. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est-à-dire que si les activités annexes te rapportent plus que ton activité principale, il y a un problème. Et ça, il faut apprendre à lire ces bilans-là pour pouvoir te positionner les années qui suivent sur certaines actions. D'accord. Si on parle un peu de ton accompagnement à toi, comment est-ce que tu procèdes concrètement? C'est-à-dire que je suis, moi, Aston, je veux investir dans la bourse. C'est quoi le processus avec toi? Comment est-ce qu'on procède? Déjà, te contacter, ça se passe comment? Alors, déjà, le site internet, il est déjà opérationnel. À côté de ça, il y a un numéro que on va mettre forcément dans la barre où vous pouvez me contacter. Et puis voilà. Maintenant, mon accompagnement, je l'ai modifié. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes voulaient investir en bourse, mais parfois, elles n'en avaient pas besoin. Parfois, on se dit parce qu'on a un peu d'argent, ou bien parce qu'on a beaucoup d'argent, on veut investir. Ou même parce qu'on a entendu parler. Parce qu'on a entendu parler. Mais je commence déjà maintenant par l'éducation financière. C'est-à-dire, je prends un entretien avec toi où j'évalue ton éducation financière. Et à partir de là, je sais comment t'amener pour te positionner sur le marché de la BRVM. Depuis, j'entends BRVM. Ça veut dire qu'en gros, toi, tu es plus... oui, totalement. Totalement. J'investis uniquement à la BRVM. Et pourquoi pas sur d'autres... Pourquoi? Parce que lorsque j'investis, par exemple, dans la bourse, le CAC 40 ici en France, j'ai fait tourner l'économie française. J'ai besoin de faire tourner aussi l'économie africaine. Un bon panafricain, Bien sûr, il faut ça. Et c'est ce mindset-là que j'inculque à ceux que j'accompagne. Pour vous faire comprendre que, ok, d'accord, vous êtes là, c'est bien, vous avez acheté ici, c'est bien. Mais comprenez que on a plus besoin de ça chez nous aussi. On a plus besoin de ça aujourd'hui. Tu vois, on va me dire, oui, les États ne font pas ci, ne font pas ça. Je suis d'accord. Mais l'État, c'est quoi? L'État, c'est une institution qui est censée mettre en place l'environnement dans lequel vous allez venir investir. On est d'accord que c'est pas toujours ça. Pas toujours. Mais aujourd'hui, pour développer l'économie de nos pays, c'est le secteur privé qui va le faire. Et ça passe par des investissements comme cela. Acheter les actions, acheter les obligations d'État, ou alors placer dans les fonds communs de placement. D'accord. Et pour une personne dans la diaspora qui souhaite investir, par exemple, à la BRVM, comment est-ce que tu procèdes avec elle? Alors, toujours, je commence par l'éducation financière. Parce que je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent, mais qui ne sont pas éduquées financièrement. Qui ne maîtrisent pas les codes de l'épargne, comme tu l'as, les codes de l'argent. Les codes de l'argent, je ne maîtrise pas. Pas du tout. Donc, du coup, je commence par là. Et après ça, je forme maintenant même sur comment investir à la BRVM. Ça veut dire la lecture, les analyses. La lecture, les analyses, si tu peux les faire, ok, d'accord. Si tu peux pas, il y a un accompagnement prévu pour ça. Ça coûte combien, si on peut en parler? Alors, aujourd'hui... Parce que là, c'est le nez de la guerre. Quand on parle de ça, c'est là où les gens commencent à dire, oh, c'est un bandit, c'est un malhonnête. Aujourd'hui, j'ai des accompagnements premium qui sont à 2 000 euros. Et j'ai les accompagnements standards qui sont à 450 euros, l'accompagnement et la formation. Et si tu veux l'assistance où je lis et je te conseille des actions que tu vas acheter, à quel moment entrer, à quel moment sortir, à quel moment faire du trading, c'est 300 euros l'année.
300 € l'année. Ouais, c'est le standard. Ok. Donc, tu payes tes 450 pour l'accompagnement en éducation financière et la formation à la BRVM. Ouais. Et en plus, tu payes tes 300 € si tu veux l'assistance. Ou alors, tu prends le pack premium qui contient tout ça à 2000 €. Et dans le pack premium, c'est quoi les plus qu'il n'y en a pas dans l'autre pack, par exemple? Alors, dans le pack premium, c'est un accompagnement sur 9 mois. Ouais. Le standard, c'est sur 3 mois. Maintenant, dans le pack premium, on a 2 ou 3 appels par semaine pour te faire comprendre que voilà, ton portefeuille, si tu le gères personnellement, comment est-ce que ton portefeuille évolue, et ainsi de suite. Ouais. Et je te donne aussi certains, parce qu'on a les rapports chaque semaine, je te donne des astuces sur les rapports que j'ai lus. Je peux te dire, ok, d'accord, là, prépare-toi. Si tu as un peu plus d'argent, si tu peux ajouter dans telle action, parce qu'il y aura plus d'opportunités. Bien sûr, il y aura plus d'opportunités. Le marché va évoluer, par exemple. Ou alors, si tu avais décidé de mettre 500 € par mois, par exemple, je vais te dire, ok, d'accord, là, sur cette action, le prix cible pour, par exemple, décembre 2025, on est à tel montant. Donc, si tu peux ajouter 500 € de plus, donc si à partir de là, jusqu'à décembre, si tu peux mettre 1000 €, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est ça dans le premium. Ouais. D'accord. Et quand on parle de bourse aujourd'hui et tout ce qui est argent, il y a un phénomène qui est l'arnaque. Ouais. Et ça crie de partout. Ouais. Et je ne crédibilise pas la plateforme, mais c'est la plateforme sur laquelle, en fait, dans laquelle les grands arnaqueurs se cachent toujours, Telegram. Ok. Donc, comment tu procèdes aujourd'hui pour, n'est-ce pas, voilà, retirer de la tête de certaines personnes que la bourse, c'est pas une arnaque, ou encore que toi, particulièrement, tu n'es pas un arnaqueur? Alors, généralement, il faut savoir pourquoi est-ce que les arnaques réussissent plus chez nous. 1, c'est parce qu'on n'est pas formé. Ouais. 2, on n'est pas éduqué financièrement. Parce que si je viens te dire aujourd'hui que donne-moi 2 millions, dans 6 mois, tu auras 10 millions. Non, si toi-même tu me crois, c'est que tu es un sorcier. Non, vrai de vrai, si tu me crois, c'est que tu es un sorcier. C'est dur, hein? Non, oui, mais c'est vrai. C'est dur, mais c'est vrai. Si tu me crois, c'est que tu es un sorcier. Maintenant, comme les gens veulent gagner beaucoup et vite, ils se lancent dans les pyramides de Ponzi. Après, tu vas entendre, ils sont partis à 20 milliards, mais 20 milliards, là, c'est vous qui avez dit que vous n'avez pas ça. Ouais. Tu vois? Aujourd'hui, je te forme à une institution qui est là. C'est-à-dire que demain, tout de suite, là, tu peux aller sur Internet, tu tapes BRVM. Tu vas trouver toutes les informations. Tu ne sauras juste pas les lire et les analyser. Ouais. Est-ce qu'il y a des sites physiques où on peut aller physiquement les rencontrer? Sûr. Dès que tu tapes BRVM, tu vas tout voir. Tu peux aller en Côte d'Ivoire, il y a le bâtiment qui est là. Ouais. Donc, c'est pas, je vais pas aller inventer quelque chose, j'invente pas là. C'est là. Maintenant, ce que je t'apprends, c'est comment avoir de l'argent en dormant. Je ne te dis pas que tu vas acheter telle action. Ouais. Dans 2 ans, non, 2 ans même parfois, ils disent même pas souvent ça. Dans 6 mois, tu vas acheter 50 terrains. Pas du tout. Ouais. Je te montre comment est-ce que tu peux placer ton argent de façon efficace. C'est-à-dire qu'à côté, voilà, du métro boulot dodo que tu fais chaque jour, comment prendre une poignée de cet argent que tu as récolté là-bas, mettre quelque part et ça génère des revenus. Totalement. C'est ça. Donc maintenant, si toi tu vois de l'arnaque dedans, c'est que vraiment, c'est compliqué pour toi. Hein. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des clients ou encore des apprenants que tu as accompagnés avec ça s'est mal passé? Par exemple, il est venu avec son capital, il a dit, moi j'ai 500 €, je commence avec 500 € ou 500 000 francs si on est en Afrique. Et ça s'est mal passé, il a tout perdu. Jusqu'ici, non, pas du tout. Jusqu'ici, non, pas du tout. Mais par contre, il y a des apprenants que j'ai refusé d'accompagner. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand quelqu'un vient vers toi, tu analyses la personne. Parce que dans l'éducation financière, on fait de la psychologie aussi. Tu analyses la personne. Son mindset. Tu dis à la personne, écoute, toi qui viens pour avoir de l'argent en 1 an, je ne sais pas comment tu vas faire ça. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais. Mais ce que je peux te dire, c'est que si tu prends même 1/10 de cet argent et que tu le places sur 5 ans, voilà ce que tu peux avoir. Non, moi, comme je t'ai dit là, j'ai entendu que là-bas, l'action a fait 86%. Je veux ça maintenant. Vraiment, moi, je ne peux pas te garantir ça. Ce que peut te garantir, c'est que l'action, si je sais que généralement, ça fait 8%. Ça fait 10%. Parfois, on peut aller sur 12%. Donc, si je prends certaines actions, ton portefeuille peut aller à 20%. Vraiment, le 87%, là, ça dépend.
Parce qu'aujourd'hui, Filtisac, par exemple, on est sur du 146% pour certaines personnes. Ouais. Sur 200% même, si c'est pour certaines personnes qui ont investi. Donc, ça dépend. Donc, je vais pas te faire... Enfin, la dame, elle voulait absolument que c'est qu'elle a entendu que je lui disais que c'est possible. Je lui ai dit que c'est pas possible. Et j'ai refusé de l'accompagner. Donc, jusqu'aujourd'hui, sur les 45 personnes que j'ai accompagnées... Ah ouais, 45 personnes? Ouais, déjà. C'est la seule personne avec qui j'ai eu des couacs. Sinon, avec le reste, tout se passe bien. Tout se passe bien. Je leur explique les fondements. Je leur explique, je leur enseigne l'éducation financière. Ouais. Je leur montre comment est-ce qu'on doit répartir l'argent et comment est-ce qu'on doit investir l'argent. D'accord, super. Il y a une question qui me vient en tête, c'est quoi la différence entre tout ce qui va être bourse et crypto-monnaie? Bitcoin, franchement. Alors, la crypto-monnaie, personnellement, aujourd'hui, je n'investis pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 pays en Afrique qui ont lancé leur crypto-monnaie. Ouais. C'est pas encore, tu sais, la digitalisation chez nous en Afrique, c'est un peu compliqué. Qui dit crypto, dit digitalisation. Ouais. Et chez nous, c'est chaud. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est monnaie virtuelle, tout ce qui va avec, honnêtement, je n'ai pas encore mis ma tête dedans. Mais pour d'autres personnes avec qui je travaille, ça se passe bien. D'accord. Je les encourage. Ouais. Aujourd'hui, chez nous, il y a le Ghana et le Nigeria qui ont lancé des monnaies virtuelles. Tu as le e-Naira, tu as le e-Cedi. Mais pour le moment, c'est pas encore ça. Ouais. Donc, je suis en train de lire quand même, de me documenter là-dessus. Ouais. Pour que quand ça va réellement être sur le marché, que je puisse me mettre dedans et voir comment ça évolue pour pouvoir conseiller ça aux gens. Mais pour le moment, crypto, c'est seulement ce que tu vois là, à la télé là. Moi, je suis pas dedans. Je suis dans la BAVM pour le moment, la bourse. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, l'équipe, nous sommes avec Charles. Pour toutes les personnes qui souhaitent justement mieux comprendre la chose, c'est-à-dire avoir un accompagnement particulier, bien comprendre de quoi il est question, ou encore investir, contactez le numéro qui va s'afficher justement bas de l'écran. Et pour avoir plus d'infos, on va se retrouver dans le premier commentaire ou dans la description de cette vidéo. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il est camerounais. Voilà. Ça, c'est un point qu'on n'a pas mentionné au départ. Donc, étant camerounais, on va mettre les pieds dans certaines choses qui peuvent nous créer les problèmes. Bon, toi particulièrement, parce que moi, je ne parle pas. C'est toi qui parles. Voilà. Donc, si je t'accorde, pas moi, j'ai même pas la possibilité. Si on t'accorde 5 minutes avec son excellence Paul Biya, 2 choses à lui dire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? De fermer toutes les églises, premièrement. Et deuxièmement, qu'il aille se reposer. Tu veux pas voir tes enfants grandir? Pourquoi? Je les vois déjà grandir tous les jours. Donc tu fais pas. Non, on dit ce qui est vrai. Attends, on ferme l'église, pourquoi? Non, c'est l'une des choses qui nous abrutit le plus. Les églises. Comment l'église qui enseigne, l'église qui est censée enseigner, l'église qui est censée sauver des vies, se retrouve être celle-là qui abrutit? Tu sais, si tu es malade aujourd'hui, tu vas où? De quelle maladie s'agit? Je ne veux pas savoir de quelle maladie il s'agit. Si tu es malade aujourd'hui, tu vas à l'hôpital. Il y a les maladies physiques. Donc, il y a les maladies aujourd'hui, tu vas voir une dame, tu vas lui dire, ok, d'accord, tu as ton petit travail, viens investir pour pouvoir développer ton argent. Mon pasteur a dit que... Donc, tellement le système déjà nous emprisonne. Les colons sont encore venus avec la religion, appuyer pour qu'on reste dans le cocon dans lequel ils nous ont mis. C'est pour ça que je dis qu'on a fermé toutes les églises. Mais est-ce que l'église, en fait, empêche les gens d'investir? Est-ce que beaucoup, l'église... Non, beaucoup, totalement. Peut-être quelques personnes qui sont influencées par la religion, Quand tu dis quelques personnes, là, on parle de pratiquement 80% de la population. Quelle statistique? Qui est influencée par l'église, par la religion. Oui. Voilà. Aller à l'église ou encore être partisan d'une religion, est-ce que ça t'empêche d'investir à côté? Je te dis oui encore. Parce que si... On voit des grands hommes de Dieu qui sont des chefs d'entreprise. Justement parce qu'ils ont compris que c'est un business. Yvan Castanou. Bref, on voit aujourd'hui plusieurs hommes d'affaires qui sont également très investis. Voilà, dans le prophète, comment il s'appelle, Joël Wafo, Raoul Wafo. Excusez-moi, la communauté chrétienne, si jamais je fais des confusions entre les noms de vos leaders. Raoul Wafo, par exemple. L'argent qu'on les voit, les voyages qu'ils font dans des meilleures conditions, ça vient pas forcément de l'église, ce sont des entrepreneurs. Ok, quand tu dis entrepreneurs, ceux que tu as cités là, sont des personnes qui ont un très grand mindset.
sont des personnes qui ont une très, très bonne éducation financière. Ouais. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au niveau où ils sont là, ils ont fait beaucoup de choses qui ne cadraient pas avec ce que la religion dit. Énormément. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ils se sont réveillés parce qu'on dort beaucoup. Ouais. Et la religion est l'une des causes pour lesquelles on dort. Donc, ils se sont réveillés à un moment. Ouais. Ils ont décidé de comprendre le pourquoi du comment. Et ils sont arrivés aujourd'hui là où tu es là, où ils peuvent allier leur business et la religion, entre guillemets. Donc, pour toi, tu me refais le même scénario. L'église, c'est un business. L'église, c'est typiquement un business. Aujourd'hui, le plus grand propriétaire terrien, c'est l'église catholique. Bon, explique-moi comment ce n'est pas un business. Quand toi, on te dit que tu ne dois pas être riche parce que tu as parlé du royaume des cieux, mais le Vatican, c'est l'or partout. Hein. C'est du haut standing. Le haut standing, même, c'est petit. C'est du plus grand haut standing. Même. Ouais. Je ne sais pas si tu vois. Ouais. Donc, aujourd'hui, toi, on t'empêche d'être riche. Parce qu'on te demande de lire la Bible. Mais eux, derrière, ils se font des millions. Non, mais moi, je suis bien d'accord que l'église, voilà, la religion a son impact dans la vie d'un homme particulièrement. Et si la religion a son impact dans la vie d'un homme de manière, c'est-à-dire particulière, à une grande échelle, ça impacte sur tout un pays. Totalement. Mais est-ce que le fait de croire à un certain Dieu, de croire à une religion, va t'empêcher, n'est-ce pas, d'investir, va t'empêcher d'être éduqué financièrement? Est-ce que ça va t'empêcher de savoir que, bon, la bourse existe, je vais investir là-dedans? Est-ce que ça va t'empêcher de savoir que, bon, il y a des terres qui existent, je peux me lancer dans la production, par exemple, du cacao, un truc comme ça? Alors, je vais d'abord faire une nuance. Oui. Je ne remets pas en question la relation que une personne lambda a avec le Dieu Tout-Puissant. Oui. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Oui, oui. Mais non, les religions qui sont établies empêchent les uns et les autres d'ouvrir les yeux pour commencer à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as ton champ de cacao. Oui. Tu vas tous les jours travailler, ainsi de suite. Oui. Tu récoltes 100 tonnes de cacao. Tu vas dire que non, mon pasteur, je vais d'abord lui donner 20 tonnes. Bon, les 80 tonnes, c'est là, bon, vraiment, on commence à voir. Quand on va venir te dire que viens investir ici ce que tu as pu avoir, bon, une partie de ce que tu as pu avoir, ainsi de suite. Ouais. Et on va te demander, parce que moi, on m'a demandé ça, hein. Ah ouais. Est-ce que l'église est d'accord avec ça? Non, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la dîme. C'est encore, voilà. C'est encore, c'est autre chose. 10%. C'est encore une autre arnaque même de l'église, là. Attends, avant qu'on nous parle de la dîme, tu as dit, on t'avait dit de revenir avec tes revenus. Revenir non, investir à l'église. Non, c'est-à-dire que la dame qui est venue vers moi, on l'a recommandée chez moi. Oui. Je lui ai dit, ok, d'accord, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Oui. J'ai compris que son éducation financière, c'était 0. Maintenant, je lui ai dit, ok, d'accord, voilà comment l'argent fonctionne. Il faut que la partie que toi, tu gardes, parce que déjà, c'est son pasteur qui gardait son argent. Ah bon? Bon. Maintenant, l'argent que tu donnes à ton pasteur, il faut que tu l'investisses pour que ça puisse grandir et puis travailler pour toi. Oui. Elle m'a demandé, est-ce que l'église accepte ça? Pour que tu comprennes jusqu'à quel point nous, les Africains, on est conditionnés. Bon, c'est peut-être le cas particulier d'une personne. Oui. Mais au moins sur la trentaine de femmes que j'ai, il y en a au moins 20 qui ne sont pas toujours d'accord avec certains placements parce que l'église... Bon, j'ai une dame marocaine. Oui. Elle n'investit pas sur ce qui n'est pas halal. Donc ça veut dire que là où elle est là aujourd'hui, elle ne pourra pas, par exemple, gagner sur une entreprise qui fabrique les produits avec le porc, tu sais qui va. Ouais, je vois, ouais. Ah ouais. Donc si demain le marché décide de fermer, qu'il n'y a que l'entreprise là, elle va pouvoir rester comme ça. Parce que dans ses croyances, voilà, il faut que exactement. Soit halal. Ouais. Tu comprends que c'est problématique. C'est pour ça que j'ai dit que chez nous. Après, c'est une question de valeur, c'est une question de croyance, c'est de ce en quoi tu as changé de croire. Oui, mais c'est pour ça que je dis encore. C'est le système. Depuis tout petit, on nous a inculqué ça. Et on a voulu qu'on grandisse avec. Mais aujourd'hui, la religion en elle-même, c'est un frein. C'est un frein principal. Donc, parmi les freins principaux qu'on a en Afrique, de l'évolution de l'Afrique, la religion en fait partie. Ah, et tu en es convaincu? Totalement. Bon, étant donné que c'est une affaire, j'ai envie de dire, c'est chaque personne qui sait comment il ressent la chose, on va pas tirer... Non, bien sûr, je respecte les convictions de tout un chacun. Mais je continue à dire que on dort d'une part à cause de la religion. D'accord. Et quand tu parles d'investissement dans la bourse avec les Africains, est-ce que tu penses avoir l'apparence qui va avec? On m'a dit une fois,
est-ce que tu penses que ta coiffure là, ça fait sérieux? Par exemple. J'ai souri. J'ai répondu, parce que la personne qui me parlait de ça, c'est mon grand frère. Je lui ai dit, quand tu vois Elon Musk là, pourquoi tu ne lui demandes pas de se raser? Quand tu vois Brad Pitt, pourquoi tu ne demandes pas de se raser? Donald Trump. Ils sont aux États-Unis. Ah, d'accord. Il m'a dit, c'est parce qu'ils sont riches, ils sont stars. Oui. J'ai dit, ok, d'accord. Parce qu'ils sont stars. Donc, eux, ils ont le droit. Moi, parce que je suis noir, je n'ai pas le droit. Donc, tu vois, tout part déjà du système de base. En fait, c'est pas forcément une affaire de... Oui, peut-être parce que tu es noir. Mais il t'a dit, tu n'es pas riche. D'une part, parce que je ne suis pas riche. Oui. Donc, ça veut dire que, partant de ce postulat-là, tous ceux qui sont noirs, qui ne sont pas riches, n'ont pas le droit d'avoir une certaine coiffure. Ou bien n'ont pas le droit de garder les cheveux. En fait, moi, je vois la question plus dans le sens de l'éducation et de la perception. Nos parents nous ont éduqués, pour les garçons, d'avoir une tête chauve. Pourquoi? J'en viens, laisse-moi développer. Moi, je sens que tu présenter les faits. Je ne connais pas forcément la raison. Okay. Mais personnellement, moi, quand j'ai grandi, mes parents, quand j'allais me coiffer, si je rentre avec un peu de cheveux dessus, c'était cocota, comme les Ivoiriens disent souvent. Donc, on vit dans une société où, quand tu as les locks, tu as un homme, tu as des boucles aux oreilles, on te met dans une classe de voyous, on te met dans une classe de voleurs, on te prend pour sérieux. Et encore, quand tu fais des coiffures qui se rapprochent plus de la féminité, on va te traiter d'homo, quoi. C'est problématique. C'est tellement problématique que... Et le système est tellement bien huilé, le système avec lequel les colons sont venus, bien sûr, est tellement bien huilé qu'aujourd'hui, tu vois des jeunes femmes noires, par exemple, se raser la tête pour aller acheter le plastique, pour aller acheter les cheveux des gens. Donc, vous coupez vos propres cheveux. Parce que vous pensez que ce n'est pas bien. On vous a fait comprendre que ce n'est pas bien. Parce que quand tu me dis qu'un enfant qui va à l'école ne doit pas garder les cheveux, mon frère, si tu es con, les cheveux ne vont rien changer au fait que tu es con. Si tu es brillant, que tu sois chauve, que tu aies les cheveux, tu seras brillant. Ça, c'est peut-être la logique. Non, mais il n'y a pas de logique qui tienne. Nos parents ne nous ont pas enseigné ça, en fait. C'est pas les valeurs parce que le système est venu avec ça. Quand tu regardes aujourd'hui, quand on coupe nos cheveux, on peut acheter les plastiques, on peut acheter les cheveux des gens, on fait tourner quelle économie? Leur économie. Pour entretenir les cheveux là, on achète quel produit? Aujourd'hui, quand tu demandes à une femme, toi, tes cheveux naturels, qu'est-ce que tu utilises pour entretenir ça? Ah, je ne sais pas. Hein. Donc tu comprends que en fait, le système a tellement bien fait les choses qu'aujourd'hui... Non, je suis d'accord avec toi dans la mesure où tu as pris l'exemple de l'enfant qui va à l'école. Bien sûr. Quand tu arrives à l'école, franchement, que tu sois tressé, tête chauve ou bien, peu importe, ce qui est nécessaire, c'est ce que tu as dans la tête, au mindset. Totalement. Si tu sais pourquoi tu es là à l'école. Mais nos parents nous ont éduqués dans un contexte où va te raser, tu rentres avec les cheveux, on va te chicoter. C'est parce que le système leur a imposé ça. Non, mais on parle. Bon, peut-être on est sur le cas des hommes ou sur le cas des femmes. Les deux. Parce que les deux sont confondus. Parce que les hommes, jusqu'à peu de contraire, les hommes n'achètent pas les cheveux des femmes. D'ailleurs, comme tu le dis. Oui, mais par exemple, prenons le cas d'un homme. Moi, aujourd'hui, je garde mes cheveux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je te dis, voici un business, dans 5 ans, ça peut te donner 20 millions. Investis seulement 2 millions. Tu vas analyser le projet que je mets sur la table, tu vas pas regarder mes cheveux. C'est-à-dire que ce que j'apporte sur la table... L'apparence compte aussi, hein? Non, pas forcément. L'apparence compte. Bon. Après, il faut pas qu'on se mente. Nos internautes nous regardent. On est là pour apporter un plus. Si aujourd'hui, on te met sur la table un projet viable, et que tu ne veux pas réfléchir ou alors analyser le produit parce que la personne qui est venue te voir les cheveux ou bien parce qu'il a un pantalon percé, c'est problématique. Non mais... Ça veut dire que tu t'attardes sur tout sauf sur l'essentiel. Non, il y a l'essentiel, il y a aussi l'apparence. Tu vois, on vit dans un monde d'apparence. Ça, c'est clair aujourd'hui. C'est comme une personne qui vient te dire, restons dans ton cas, quelqu'un qui vient te dire, j'investis dans la bourse. Il ne peut pas te montrer un tableau de bord fourni. Le tableau de bord va être fait de l'apparence. Il ne peut pas te montrer, voilà, même dans son discours, tu ne vois pas une personne qui investit dans la bourse. Tout ça, c'est l'apparence. Mais ton accompagnement n'a rien à y voir. Ce que tu peux faire avec la personne n'a rien à y voir. Ou encore même quand tu parles de quelque chose, en fait, on a ce problème-là aujourd'hui, pas ce problème, ce fait que ce que tu dis ou encore ce que tu fais doit refléter la personne que tu es. Tu peux parler de football à une personne, physiquement, ça ne donne rien. Tu peux venir dire aux gens, voilà, je vais vous montrer le chemin du salut. Par exemple, si on est dans la religion, le chemin du salut, le chemin de la vérité, alors qu'on ne voit pas la vérité en toi. Et c'est pour ça
que si je me permets de revenir sur d'autres sujets, les pasteurs ils doivent être des modèles, tu vois. Combien de pasteurs tu connais sont des modèles? Bon, là, franchement, je vois pas du tout la minute. C'est juste pour te dire qu'aujourd'hui, quand tu parles de... ce que tu dis reflète ce qui tu es. Ouais. Je suis d'accord que quand tu ouvres ta bouche pour parler, tu dis au monde qui tu es. Totalement d'accord avec ça. Ouais. Mais du moment où tu arrives et que par ton apparence, tu es jugé, c'est compliqué. En fait, juger par l'apparence, moi, je pense honnêtement que c'est un couteau à double tranchant. Tu vois. On peut te juger par l'apparence, ça veut dire quoi? Si tu n'es pas très bien vêtu, on ne veut pas causer avec toi. Là, c'est pas bon. Mais si tu viens, par exemple, dans une entreprise en jogging pour un entretien, c'est clair que, voilà, on va pas te prendre comme une personne sérieuse. Bon, tu dois venir en quoi? En veste-cravate? Pas forcément en veste, mais une tenue décente. Tu appelles quoi des tenues décentes? Tenue décente, c'est une tenue qui est, voilà, classique, tout simplement. Aujourd'hui, tu peux même encore mettre, voilà, comme je te ressens très panafricain, tu peux même t'habiller en tissu pagne en tant que vrai africain. Je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Ouais. Aujourd'hui, combien d'Africains tu connais ici dans la diaspora qui s'habillent en tissu pagne pour aller au travail? On en voit peu. Combien de personnes en Afrique tu vois tous les jours en costume cravate? Ils sont nombreux, mais il y a également du mix. Non. Laisse le mix là, parce que le mix là n'atteint même pas 15%. Non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ici, là, tu m'as dit, on n'en compte pas beaucoup. Oui. Donc, ça veut dire que quand tu regardes, on a l'impression d'avoir de la valeur ou alors d'être quelqu'un d'important lorsqu'on est en costume cravate. Dépendant du milieu où on se trouve, hein. Je prends un exemple. Des journalistes qui vont dans des villages pour réaliser des documentaires. Ils se mettent dans la peau de tout le monde. Ils sont obligés. Mais c'est parce qu'ils vont dans des villages. Oui, justement. En fait, c'est pour dire que, en fonction du milieu où tu te trouves, il faut que tu t'adaptes aux réalités. Il faut que tu t'adaptes au format. C'est-à-dire qu'il y aura le fond de la chose, mais il y aura la forme. Et la forme, c'est justement cette partie-là de l'apparence. Juger les gens à partir de ce qu'on voit, c'est mal. Et c'est naïf, en fait. Mais, en fonction du milieu où tu te trouves, tu vas pas dans un stade de football. Moi, je vois les gens venir en jogging. Moi, je vois les gens venir avec les godasses. Moi, je les taxe de footballeurs. C'est les footballeurs. Celui qui va arriver en veste, avec chaussures de ville, bien cirées. Moi, je veux le voir comme le coach. Aussi simple. Et c'est pas mauvais. Ok. Parce que c'est comme ça dans le football. On va pas venir jouer en costume. Oui, enfin, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais aujourd'hui, ce que j'attire l'attention sur nos jeunes frères, nos frères africains, pour leur demander de se réveiller. Ouais, c'est clair. Réveillons-nous. On dort trop. On dort trop. Alors, si je te pose une question, c'est quelle est l'une des erreurs fréquentes des Africains de la diaspora? Parlant finance, parlant argent. Alors, l'une des erreurs la plus grosse, déjà le manque d'éducation financière. Ouais. C'est une très très grosse erreur. Ça, c'est la base, partant des parents, de toutes les générations. Ouais. C'est intergénérationnel. À côté de ça, la cupidité. La part du gain. Parce que quand je vois un XBET qui se fait pratiquement 75% de son chiffre d'affaires en Afrique, c'est problématique. Très problématique même pour nous. Donc, tu as la part du gain. Ouais. Et tu as aussi ceci de particulier que notre société, je ne vais même pas tirer sur la société, nous les Africains, on ne croit pas en nous-mêmes. On a un problème de confiance. En nous-mêmes. Ouais. C'est-à-dire que si c'est un blanc qui parle, il peut avoir raison. Mais quand le noir va même seulement commencer à dire, non, qui travaille avec ça? Ou encore si le blanc a validé. On ne croit pas en nous-mêmes. Je pense que c'est... Comment tu penses donc qu'on peut sortir de cette problématique-là? Commençons à lire des auteurs africains. Ouais. Je suis dans un groupe de la communauté au Cameroun où tous les matins on envoie des motivations. Chaque motivation, tu vois, après, à la fin de la citation, Arnaud Choise, Jean-Pierre Boileau, Henri Cheuzen. Il n'y a aucun auteur africain. Et quand moi je suis venu, j'ai pris une citation dans le livre de Valère. Vendre comme un sniper. Je l'ai mis dans le groupe. Et tu as mis en bas Valère, auteur camerounais.
Ah, lui, c'est qui? Il vient parler. Il connaît quoi? Il a écrit, on a vu. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. Donc, en gros, tu ne lis même pas le message. Tu cherches pas à comprendre le message. Mais comme tu as vu que l'auteur est camerounais, c'est problématique. Je vois. C'est compliqué. Tu vois. Mais si j'avais mis Donald Arnold, on allait dire, oui, celui-là, c'est qui dit là. Intéressant, pertinent. Pourtant, ça n'a rien à voir. Rien de chez rien. D'accord. Ok. En tout cas, franchement, merci pour cet échange. J'ai beaucoup aimé. Il y a eu ce petit challenge-là. Dans l'équipe, n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent investir dans la bourse, pour tous ceux qui aimeraient au moins, c'est-à-dire que apprendre davantage sur ce que c'est et rehausser leur niveau de compréhension de l'éducation financière, contacter Charles. On va se dire à très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Big up. Bao.